Bonjour, bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est la présidente de la province Sud, Sonia Backès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et l'actualité, c'est bien sûr le dossier de la reprise de Valais NC et les remous que cela suscite. Alors, une semaine de mobilisation, des barrages routiers, des blocages d'institutions, le blocage du port. Quelle est votre réaction à toute cette agitation et peut-être aussi à l'attitude de l'État? Est-ce que il a réagi assez vite? Est-ce que son attitude a été proportionnée? Alors d'abord, effectivement, il y a eu des blocages qui sont insupportables pour les Calédoniens. Et puis, il y a eu des actions de violence. Je rappelle que devant la province Sud, il y a 2 personnes qui ont été blessées par des jets de pierre, une personne qui a été menacée de viol. Tout ça n'est pas acceptable. Et la réponse de l'État a été parfaitement proportionnée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a fallu débloquer, ils ont débloqué. Alors on peut regretter que sur le port, ça a été un peu long, mais c'est vrai que la manière de faire, la manière de libérer le port est sans doute un peu plus complexe que la manière de libérer une route ou le devant de la province ou du gouvernement. En tout cas, l'État a été présent pour dire et pour réaffirmer que force doit rester à la loi et que quand il faut libérer les accès et permettre aux Calédoniens de vivre normalement, ils l'ont fait. Alors ces actions ont un peu perturbé le quotidien des Calédoniens ces derniers jours. Hier, l'ICAN et le collectif ont annoncé une suspension de la mobilisation. Comment vous l'interprétez? C'est bon signe? Selon vous, ils parlent d'un geste qu'ils font? Oui, alors, il y a quand même, on le voit bien, il y a certains qui sont partout sur tous les points de mobilisation, mais malgré tout, il y a quand même, je crois, beaucoup de gens dans la population, et y compris dans la population indépendantiste, qui veulent qu'une solution soit trouvée ensemble par le dialogue. Malheureusement, c'est vrai que l'ICAN a refusé les démarches qui ont été engagées de discussion, de table ronde jusque-là. Alors aujourd'hui, ils en proposent une, tant mieux. Je pense que ça va dans le bon sens. Nous, j'ai initié avec la province Sud une première réunion qui a eu lieu mercredi dernier pour parler concrètement de la partie calédonienne de l'actionnariat de la reprise de Valais. C'est ces fameux 50% qui sont dont nous avons obtenu qu'ils soient calédoniens. Et donc une première réunion a eu lieu déjà la semaine dernière. Ça veut dire que vous intégrez uniquement dans le projet, dans l'offre de rachat Prony Resources, que pour vous il n'y a pas d'autre solution, que c'est la seule qui est retenue pour l'instant, qui est en discussion exclusive? Oui, il n'y a pas d'autre solution, tout simplement. Enfin, il y a un courrier qui a été fait encore ce matin par Valais Canada pour clarifier les choses, courrier qui a été envoyé aux élus du Congrès et qui indique que les 2 offres, enfin toutes les offres ont été analysées avec la même équité, et que malheureusement l'offre Sofinor Correa Zinc n'apportait aucune solution financière, puisqu'en fait tout simplement on savait pas visiblement qui payait, pas de garantie environnementale, pas de garantie financière, pas de garantie sociale, et que donc le projet, l'offre qui était pas malheureusement très lourde, a été écartée par eux, ni par la province, ni par personne d'autre, par eux, parce qu'elle n'était pas en capacité de faire ce qu'il fallait. Vous-même, vous en avez eu connaissance de cette offre? Vous avez vu un petit peu ce qu'il y avait dedans? Parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de brume autour. On n'a pas d'éléments forcément très concrets, même si c'est la raison de la lutte de l'ICAN et du collectif. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il est normal qu'elle n'ait pas été retenue, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal dans ce processus? Non, alors moi j'ai pas été destinataire de l'offre, mais j'ai pas à l'être, j'ai pas non plus été destinataire des autres offres. J'ai simplement été informée dans le cadre de mon rôle, du rôle de la province de régulateur et de la personne qui finalement autorisera au final la cession, des discussions qui avaient lieu, puisque des discussions ont eu lieu, et sur le fait que dans l'offre Sofinor Correa Zinc, il n'y avait pas ce qui est important pour la province, les fameuses garanties environnementales. Donc il n'y avait pas dans cette offre-là ces fameuses garanties, et par contre elles sont bien présentes dans l'offre qui est la seule offre qui finalement offrait l'ensemble de ces garanties, qui est aujourd'hui celle qui fait l'objet d'une exclusivité. Voir ressurgir Sofinor dans ce projet, dans cette offre de rachat, vous avez parlé d'une volonté de mainmise de la province Nord sur les ressources du Sud. C'est comme ça que vous l'interprétez, le fait qu'on ressorte la Sofinor? Oui, alors autant je peux parfaitement comprendre, et c'est le travail qu'on mène, qu'on veuille que les intérêts calédoniens soient assurés, qu'il y ait un actionnariat calédonien, qu'il y ait des retours sur investissement de la Calédonie, et j'y reviendrai si vous me le permettez. Autant je peux comprendre tout ça,
Autant si la position c'est de dire soit c'est Sophie Nord et donc soit c'est le Nord qui prend la main sur le Sud, soit c'est rien, il n'y a pas de discussion possible. Le Nord ne viendra pas imposer ses choix dans le Sud. Mais je crois que il s'agit pas de combat politique ou autre. Je veux dire, dans les discussions qu'on a même avec les autorités coutumières du Sud, on a une usine qui est dans le Sud, qui doit appartenir aux gens du Sud. C'est pas le Nord qui doit posséder les ressources minières du Sud. Dans le Nord, c'est un actionnariat du Nord qui s'occupe de l'usine du Nord. Enfin, je crois qu'à un moment donné, il faut être clair. Donc, si la volonté politique, c'est de dire, tiens, on va profiter de cette vente pour prendre la main, pour que le Nord prenne la main sur le Sud, ça va pas le faire. Alors justement, vous avez donc, vous en parliez, vous avez tenu une réunion récemment à l'Assemblée de la province Sud pour faire le point sur cette répartition du capital dans lequel les intérêts calédoniens seraient représentés à hauteur de 50%. Où en est le montage? Parce que les intérêts provinciaux, ils y seraient à hauteur de 20%, c'est ça? Oui, alors la province Sud, effectivement, est facilitatrice au titre politique de cet actionnariat, sur cet actionnariat de 50%. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que la province doit faciliter les discussions entre les uns et les autres pour que finalement le climat social arrive à être apaisé et donc que chacun s'y retrouve. Quel est le travail qu'on mène dans ces discussions? C'est de dire comment on peut construire un actionnariat calédonien qui regroupe à la fois les intérêts provinciaux, qui sont aujourd'hui représentés seulement à hauteur de 5%, les intérêts des salariés, qui ont fait part de leur volonté de rentrer également au capital, et la nouveauté, c'est de travailler également avec les autorités coutumières du Sud, les 8 chefferies du Sud, que nous avons invitées à cette première réunion. 3 sont venus, j'espère que les autres viendront à la prochaine réunion, et puis les mairies du Sud, la mairie du Mont-d'Or, la mairie de l'Île-des-Pins et la mairie d'Yaté, qui sont également venus à cette première réunion. Et l'idée, c'est d'essayer de construire un actionnariat dans lequel finalement l'ensemble des Calédoniens du Sud se retrouvent dans ce projet. Ça en est où ce montage? Et comment ça se passerait concrètement? Est-ce qu'il y a des apports financiers qui devront être faits par les uns et par les autres? Alors les discussions sont en cours. L'idée, moi, ce que je souhaite, et encore une fois, je le présente également comme une manière de tendre la main à mes collègues du Nord et des îles. On a aujourd'hui un actionnariat dans l'usine du Sud qui est à 5% avec une société qui s'appelle la SPMSC qui est constituée à 50% de la province Sud et à 25 du Nord et 25 des îles. L'idée, c'est de dire que cette société-là a la capacité de monter de manière plus importante au capital. J'avais évoqué le fait que elle passe de 5 à 10% dans l'actionnariat. On peut imaginer, je pense, et ça mérite d'être travaillé par la SPMSC d'une part, et puis évoqué avec mes collègues du Nord et des îles, que cette société monte de 5 à 20% par exemple. Et puis après, il y a la partie de l'actionnariat salarié, et puis il y a encore une fois la partie des mairies et des chefferies. Mais on dit que la SPMSC, justement, s'est vue diluée auparavant dans le capital de Valais. C'est un risque qui existe aujourd'hui ou de la même manière, il y aurait des garanties qui feraient en sorte que vous pourriez rester à cette hauteur de participation? Alors bon, c'est évidemment la SPMSC qui mène les discussions, mais au niveau politique, c'était très important pour moi de poser dans les discussions que nous avons avec les repreneurs, et encore une fois, dans le cadre de l'apaisement du climat social, que les 50%, pas seulement la partie des provinces, mais que les 50% de l'actionnariat calédonien soient non diluables. Moi, j'ai souhaité effectivement que ce préalable soit posé dès le départ, parce que je pense qu'effectivement, si on se retrouve avec un actionnariat calédonien à 50% les 2 premières années, et puis que dès qu'il y a quelqu'un qui remet de l'argent, l'actionnariat calédonien se retrouve à 10, c'est ce qui avait été fait dans le mandage précédent, puisque dans la mandature précédente, l'actionnariat est passé de 10 à 5 sur SPMSC, sans que finalement on puisse faire quoi que ce soit. Là, l'idée, c'est que l'actionnariat calédonien reste à 50%, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe en termes d'apport nouveau de capitaux. Et la SPMSC, c'est toujours un sigle très dur à dire, c'est la province Sud qui peut prendre les décisions, où vous allez quand même associer éventuellement les 2 autres provinces puisqu'elles sont représentées dans la société? Alors j'ai effectivement sollicité, mes collègues, là encore une fois, au niveau des discussions politiques, mes collègues du Nord et des îles, mais la SPMSC a un outil de gouvernance, un conseil d'administration qui est composé pour moitié de la province Sud et pour moitié des 2 autres provinces, et effectivement avec une voix prépondérante du Sud dans la décision. Mais je souhaite que, encore une fois, je souhaite que ces décisions-là, on est
la démarche qui a été engagée par l'ICAN d'arrêter les blocages et de finalement proposer qu'on discute, ça va dans le sens de ce qu'on propose depuis plusieurs jours. Je crois que dans ce dossier-là, l'idée c'est quand même de dialoguer les uns et les autres. On a énormément avancé par rapport à ce qui était au départ. Aujourd'hui, on a un actionnariat qui est à moitié calédonien. On a, je le répète, une main tendue vers les provinces nord et îles pour rentrer également dans le capital. On a, et c'est une nouveauté, on a cette volonté d'associer les autorités coutumières, les chefferies, dans l'actionnariat de cette usine du Sud. Et puis une nouveauté dont j'ai pas encore parlé, mais on travaille, et j'ai demandé aux repreneurs de l'usine du Sud, à celui qui est à l'offre qui est en cours, qu'il puisse y avoir un fonds provincial, un fonds pour les générations futures, parce qu'en fait, on est dans une situation où, vous savez, ce sont les provinces qui accordent des concessions. Vous savez, les massifs, en fait, c'est bien les provinces qui les gèrent, qui accordent des concessions pour finalement aller chercher le minerai. Et en fait, ces concessions ne font pas forcément l'objet de contrepartie. C'est comme ça dans le code minier. Là, l'idée, c'est de dire, en dehors même de l'actionnariat ou de l'attente de dividendes, parce qu'on entend beaucoup que, oui, c'est bien, on a X% dans l'actionnariat, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui revient aux Calédoniens. Là, l'idée, c'est de mettre en place un fonds qui fasse que, quoi qu'il arrive, les générations futures, elles s'y retrouvent, elles ont quelque chose, et qu'on puisse faire ça au niveau provincial. Et serait alimenté par l'usine elle-même en fonction de ses résultats, ou quels que soient les résultats, même si ça rapporte pas, parce qu'on a vu un certain nombre d'usines qui avaient plus de tendance à cultiver les déficits. L'idée, c'est que ce soit quels que soient les résultats. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de dire, c'est pas lié aux résultats de l'usine, c'est lié au fait que l'usine bénéficie de la richesse de la Nouvelle-Calédonie, de la richesse de la province sud, et que donc ça fait l'objet d'une démarche pour alimenter un fonds qui fait que les générations futures qui n'auront plus ce minerai-là, elles aient quelque chose qui leur reste. Et dans le montage, de toute façon, c'est important de le rappeler, peut-être de le signaler, la province reste propriétaire, celle qui... Les massifs lui appartiennent, ils ne sont pas donnés à une multinationale, parce que c'est un argument qu'on entend beaucoup. Oui, bien sûr. Alors, il y a malheureusement beaucoup de contre-vérités qui sont dites. Effectivement, les massifs n'appartiennent pas à aucune multinationale. C'est bien des concessions qui sont données pour des durées variables, qui peuvent aller jusqu'à 30 ans, mais qui sont... Donc, c'est comme un bail, en fait. On loue finalement les zones, on loue le massif. Alors effectivement, derrière, il y a une extraction de minerais. Donc quand la concession est rendue, elle est plus pauvre que quand elle a été donnée au départ. Et c'est bien l'objet de cette espèce de compensation que je propose avec le fonds provincial. Alors on sait que les engagements environnementaux sont également extrêmement importants aujourd'hui et scrutés de près par les populations, par les institutions également. D'ailleurs, vous aviez toujours dit que le respect de l'environnement serait l'un des arguments. Ceux de Prony Resources paraissent suffisants. Aujourd'hui, ils parlent d'un doublement du pacte de développement durable. Oui, alors je l'ai dit d'abord, ce qui anime la province sud depuis le début de ce dossier, c'est principalement le maintien des emplois, le maintien des 3000 emplois. Et je voudrais juste un mot pour saluer les salariés de Vallée qui vraiment ont beaucoup de courage de continuer à travailler dans des conditions qui sont pas simples, qui se sont impliqués, qui ont accepté d'aller chercher sur leur salaire pour aller s'impliquer et donner des gages de bonne volonté dans ce rachat. Donc vraiment, pour nous, l'élément essentiel, c'est le maintien de ces emplois. Et c'est vrai que quand j'ai entendu à un moment donné les responsables de l'ICAN dire nous, ça nous est égal les 3000 emplois, ce qui est important c'est la ressource, alors que on voit bien la ressource finalement elle passe pas non plus aux multinationales, on peut pas s'en ficher des 3000 emplois, c'est quand même l'essentiel. Et puis le deuxième élément, vous l'avez dit, c'est la question environnementale. La question environnementale, c'est une question essentielle parce qu'on a sur ce site de l'usine du Sud un barrage assez important et avec des risques environnementaux majeurs. Et donc on est extrêmement attentif et ça nous vaut des discussions et des négociations tendues parfois avec l'opérateur, parce que ce qu'on souhaite, nous, c'est que tout soit fait sur le site pour que le barrage soit le plus solide et qu'on ait le plus confiance possible. Et puis au-delà de ça, c'est d'offrir toutes les garanties financières possibles pour que, en cas de problème, quel qu'il soit, quel que soit le niveau du problème, on ait les garanties, on ait les financements qui vont bien. Alors au départ, quand moi je suis arrivée dans ce dossier, les garanties environnementales, elles étaient de 8 milliards pour la province. Ces 8 milliards, clairement, ils couvrent pas
les risques, il ne couvrait pas les risques sur le barrage. Alors c'est des choix qui ont été faits par mes prédécesseurs, sur lesquels je reviens pas. Mais aujourd'hui, donc, les services ont travaillé sur le coût réel. On est à 16 milliards de garanties environnementales et on a souhaité ajouter à ça une assurance privée en cas de gros pépins sur le barrage. Et c'est pas parce que, alors je vais m'expliquer, je finis, une assurance privée qui couvrirait jusqu'à 50 milliards de dégâts. On n'a pas souhaité ça parce qu'il y a un risque. Je le dis parce que des gens nous disent oui, mais si vous avez demandé autant, c'est parce qu'il y a un risque. Non, il n'y a pas plus de risque aujourd'hui sur le barrage qu'il y en avait avant. Pas du tout. Mais par contre, ce qu'on souhaite, c'est que ce risque soit réellement couvert et que jusqu'à présent, il n'était pas réellement couvert. Voilà pour les engagements environnementaux. Le calendrier maintenant, puisque vous avez déjà eu une réunion cette semaine sur l'actionnariat, vous en avez une autre la semaine prochaine. Il y a la date butoir, la fin des discussions exclusives le 4 décembre. Donc en fait, tout pourrait aller très vite maintenant avec un rachat effectif de l'usine avant la fin de l'année, ce qui était attendu. Oui, alors d'abord, je le répète, effectivement, si on n'a pas bouclé les choses avant le 4 décembre, il n'y a pas d'autre offre. Valais a été très clair, c'est soit cette offre-là, soit l'usine sera mise sous cloche. C'est ça la réalité. Ça veut dire fermer. Fermer, ça veut dire mise sous cloche, c'est juste ce qui se passe juste avant la fermeture. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus les emplois, il se passe plus rien sur l'usine. Donc on est en train de finaliser le travail. Antonin Beurier l'a dit hier sur vos ondes. Ce qui reste en particulier, c'est cette question de l'actionnariat calédonien. Je souhaite, je le répète, faire tout ce qui est possible pour qu'on arrive à ce que cette solution soit construite dans le cadre d'un consensus, dans le cadre du dialogue. Je l'ai dit, j'ai fait appel aux acteurs qui ont été sur l'îlot Le Prédour il y a quelques semaines. Je pense qu'on est en capacité de trouver une solution dans laquelle les intérêts calédoniens s'y retrouvent. Mais il faut que chacun fasse, me semble-t-il, un pas vers les uns ou vers les autres. Donc je crois dans la possibilité de trouver un accord sur ce sujet-là. Et encore une fois, ce sera un accord dans le cadre du fait que cette usine elle est dans le sud et qu'elle doit se faire avec les autorités du sud. Cet accord, il doit pouvoir intervenir, je le crois en tout cas, dans le courant de la semaine prochaine, puisqu'on a une trêve qui va durer toute la semaine prochaine. La deuxième réunion sur la question de l'actionnariat est organisée mardi prochain. Les 8 chefferies sont invitées. Je le répète, la dernière fois, il y en a 3 qui sont venus. Je fais appel aux autres, je fais appel au président de l'aire coutumière pour dire, à chaque fois que je l'ai reçu, et j'ai reçu l'ICAN 4 fois, le président de l'aire, M. Tindao, a dit « Moi, je suis pour le dialogue ». Donc je fais appel à lui, je lui dis « Aujourd'hui, je vous propose le dialogue, vous n'êtes pas venu la dernière fois. Revenez cette fois, c'est encore une fois la première fois qu'on propose aux autorités coutumières de rentrer directement dans le capital. C'est la première fois qu'on va construire nous-mêmes un montage avec des intérêts calédoniens dans lesquels on peut construire finalement un peu ce qu'on veut. » Et puis, bien sûr, tout le volet politique également de cette reprise. On sait que le FLNKS a apporté son soutien à l'ICAN et au collectif. Et puis, il y a cette lettre ouverte de Daniel Goa, qui date de quelques jours, dans laquelle il annonce qu'il a décidé de ne pas rejoindre les discussions sur l'avenir institutionnel tant que l'État, écrit-il, ne se sera pas engagé sur la voie d'une décolonisation qui ne se paie pas de mots mais d'actes concrets. En toile de fond, il y a ce problème de la reprise de Valais NC. Comment vous interprétez cette déclaration ? Bon, je vous avoue qu'elle tombe un peu à un moment étrange. Daniel Goa a accepté de participer à la première réunion sur l'îlot Le Prédour. Il nous a, comme d'autres, beaucoup reproché d'avoir quitté la table des négociations il y a quelques mois et donc a indiqué que cette fois-ci il était là. Et puis là, il menace, entre guillemets, de quitter la table en posant une forme de préalable sur la question minière. Alors, d'abord, préalable à quoi ? Jusqu'à présent, il a quand même toujours été autour de la table en disant on discute pas d'autre chose que de l'indépendance. Donc si c'est ça, je vois pas trop à préalable à quoi. Et puis pour obtenir quoi ? C'est quoi l'objet ? Si c'est juste de dire on veut que Sofinor prenne la main sur le Sud, il y aura plus de discussion. Si l'objectif c'est de dire on veut que les intérêts calédoniens s'y retrouvent, je pense qu'on peut parler. C'est un préalable minier. Enfin, c'est le mot qui circule beaucoup, mais il est forcément différent de celui de 96, mais l'idée c'est de se dire en 96 on a obtenu le Koniambo, donc on fait la même chose en 2020. Oui, mais ça encore une fois, ça n'a rien à voir. Le préalable de 96, je ne veux pas y revenir, mais l'objectif c'était quand même qu'il y ait une usine dans le Nord, dans la perspective du rééquilibrage. Là, on a une usine dans le Sud, dont le risque est clairement la fermeture et la perte de 3000 emplois, notamment des gens du Sud quand même. Et donc, préalable
à quoi? Enfin, préalable pour faire quoi? Là, il y avait un objectif politique clair, qui était de dire on veut une usine dans le Nord. Là, on a une usine dans le Sud. Le préalable, c'est quoi? C'est de dire il faut que le Nord prenne la main sur le Sud. Enfin, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre, donc j'espère pouvoir en discuter avec Daniel Goa, et j'espère que l'Union calédonienne sera autour de la table jeudi pour qu'on puisse en parler directement. Alors dans ce contexte de tension et notamment au moment des blocages sur le terrain, les députés de Calédonie Ensemble s'étaient proposés comme médiateurs. Ils ont adressé une lettre à Valémonde. Ça peut être utile aujourd'hui, une médiation de ce type? Je vais pas épiloguer, c'est ni fait ni à faire. Ils se proposent d'être médiateurs alors qu'ils sont pas neutres. Enfin bon, malheureusement, je crois qu'ils essayent d'exister dans ce dossier alors qu'ils n'ont pas d'espace. Bon, il y aura pas de médiation de Calédonie Ensemble. Sans commentaire. Vous avez appelé, vous le disiez, à la responsabilité des membres du groupe Le Prédour. Alors cette fameuse rencontre à Le Prédour, personne ne veut en parler, personne n'a le droit d'en parler, il y a une confidentialité. Mais quand même, il s'est passé quoi? Enfin, je ne vais pas vous faire rompre votre serment, j'imagine. Mais le dialogue a été renoué, ça a été un moment quand même qui vous a permis les uns et les autres de discuter, d'échanger. Et est-ce que c'est pas étonnant que 10 jours après, même pas, ou 15 jours après, on en soit à ce genre de déclaration des uns et des autres, à ces tensions sur le terrain? Ça a servi à rien? Non, ça sert pas à rien, parce que je crois profondément qu'au-delà des postures politiques, on est des hommes et des femmes, dans le groupe Le Prédour, globalement les acteurs politiques, qu'on est calédoniens, tous, et qu'on croit dans le fait que la Calédonie puisse survivre à nos tensions. Et ce qui s'est passé sur Le Prédour, c'est simplement la rencontre de ces hommes et ces femmes qui ont quand même au fond d'eux la volonté que ça se passe bien. Et je crois profondément dans ça, dans cette relation humaine qu'on peut construire, reconstruire, même si c'est compliqué. Et puis après, il y a les postures politiques, il y a les influences qui se passent à l'extérieur de nos discussions, malheureusement qui parfois sont plus fortes que d'autres. Vous savez, moi, j'ai énormément de pression aussi, comme Daniel Goa peut en avoir, pour dire non, mais il nous provoque, il faut y aller, etc. Il faut garder son calme. Il faut garder son calme. L'intérêt de la Calédonie, c'est qu'on arrive à trouver une solution qui nous permette de sortir par le haut de l'accord de Nouméa. Je suis profondément convaincue que s'il y a un troisième référendum dans les mêmes conditions que le deuxième, ça va être très compliqué pour tout le monde. Et c'est l'intérêt de personne. Donc j'ai fait appel aux acteurs de l'îlot Le Prédour parce que je crois dans cette relation humaine qu'on a créée. Et même si je considère que le chemin est extrêmement étroit pour arriver à trouver une solution, je crois qu'elle est possible. Vous pensez qu'à l'état actuel, le dossier minier ne peut pas remettre en cause ce dialogue qui a été amorcé? Je pense que si tout le monde y met de la bonne volonté, on peut s'en sortir. Je crois qu'il y a un certain nombre d'acteurs des deux côtés qui ont envie qu'on se parle. Il y a une prochaine visioconférence, premier acte après la rencontre de Le Prédour, dans la même formation a priori. Le ministre disait hier face à un groupe de députés qu'il avait envoyé les 10 invitations. Ça doit parler du nickel. On peut penser que ça va être un peu chaud, ou alors que les choses vont être mises à plat par le ministre? Je crois que nos discussions telles qu'elles sont envisagées vont au-delà du dossier de Vallée. J'espère que d'ici jeudi, on aura avancé sur un certain nombre de choses, et l'invitation qui nous est proposée parle de nickel et parle plus globalement de développement économique. Mais plus de stratégie globale. L'idée, c'est pas d'avoir le groupe Le Prédour ne se réunit pas pour faire une table ronde sur Vallée. Je crois pas que ce soit l'objet. Donc l'idée, c'est quand même de prendre un peu de hauteur les uns et les autres et d'avancer sur un sujet qui est quand même un sujet fondamental, on le voit bien, pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, qui est la question de la valorisation de la ressource minière et du développement économique qui va autour. Donc je pense que cette réunion, maintenant on a reçu les invitations, j'espère qu'elle aura lieu avec les 10 membres de ce groupe. Vous y participerez? Oui, bien sûr. Vous parliez du référendum, du risque d'un nouveau référendum binaire. Le ministre des Outre-mer avait parlé de 6 mois utiles lors de son séjour. Il y en a moins de 6 mois, là maintenant le temps court. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici avril? Comment est-ce que la solution peut évoluer? Comment le dialogue peut se débloquer? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors d'abord, effectivement, la probabilité d'avoir un troisième référendum binaire, elle existe et elle est sérieuse. Mais pendant cette période-là, avec la manière dont les choses ont été engagées
sur l'île Le Prédour par le ministre, et puis les différentes réunions qui sont prévues. Encore une fois, il y a un chemin. Il y a un chemin possible. C'est vraiment une question de bonne volonté ou pas. C'est-à-dire que si l'objectif des acteurs, c'est de dire ça sert à rien, de toute façon, on va aller se fighter et puis on verra après qui gagne. Vous savez, quand on va à un référendum comme ça, surtout quand c'est la 3e fois et que la 2e fois s'est passée de manière un peu tendue quand même, c'est bien de dire, on peut dire aux troupes, on est sûr de gagner, on y va, etc. Et nous, on a fait tout un tas de simulations qui montrent que si on y va, on a de grandes chances de gagner. Mais après, il faut que les uns et les autres envisagent les deux scénarios. Et je pense qu'envisager les deux scénarios, c'est accepter de se parler. Et donc, il y a jusqu'à début avril pour le faire. À côté de ces sujets miniers, à côté de ces sujets politiques, il y a également la gestion des dossiers quotidiens, notamment à la province sud. Est-ce qu'on n'a pas laissé tout ça, est-ce qu'on n'a pas mis tout ça un peu sous le tapis et que maintenant, avant la fin de l'année, il faut trouver des solutions, notamment financières, notamment budgétaires, et comment ça passe par quoi ? Non, on n'a pas laissé tout ça de côté. Ça prend également du temps. On est arrivé, en ce qui concerne la province sud, on est arrivé au bout du bout de ce qui était possible avec la clé de répartition telle qu'elle existe. En fait, tout simplement, le budget n'est pas équilibrable tel qu'il est construit parce qu'il y a des baisses de recettes fiscales liées au Covid. Et donc, on est arrivé au bout du bout. C'est-à-dire qu'avec 75% de la population qui, finalement, génère des dépenses incompressibles. Il y a besoin d'instituteurs, d'enseignants dans les classes. Il y a besoin d'aide médicale. Il y a besoin de dispensaires. Et il y en a besoin de plus quand il y a plus de population. Donc ça, c'est inextricable. Et donc, on est arrivé au bout du bout. Aujourd'hui, si on n'a pas d'aide de l'État pour boucler le budget dans le cadre de la particularité de la période Covid, si on n'a pas de solution autre, la province sud arrive au bout de l'exercice. Aide de l'État, il y a des signes, il est sensible à ces demandes ou c'est trop tôt ? Je peux pas croire qu'il soit pas sensible au risque de difficultés, voire de cessation de paiement des collectivités. Les discussions qu'on a vont dans le sens d'essayer de trouver des solutions ensemble. Il y a le projet de loi de finances qui passe très bientôt au Parlement. Je pense que des solutions sont possibles. Beaucoup de dossiers en tout cas, encore. Merci Sophia Baquez d'être venue nous en parler ce midi. Un magazine Transparence qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Et votre prochain rendez-vous d'info, c'est à 13h.